Ma femme m'a quitté pour son ex qui avait plus besoin d'elle. J'ai remis les clés de la Tesla dans ma poche et j'ai dit « bonne chance ». 4 mois plus tard, elle est revenue en larmes avec une foule derrière elle. Je n'aurais jamais imaginé qu'une promotion, pour laquelle j'avais travaillé 6 mois d'heures supplémentaires pour obtenir, conduirait au moment où mon mariage s'effondrerait complètement. Mais en y repensant, peut-être que les signes étaient là depuis le début, et j'étais juste trop concentré sur la construction de notre avenir pour remarquer qu'il s'effritait sous mes pieds. J'avais enchaîné les semaines de 60 heures au laboratoire de recherche pharmaceutique, analysant les données des essais cliniques jusqu'à ce que mes yeux brûlent et que mon dos me fasse mal à force de me pencher sur les microscopes et les écrans d'ordinateur. Tout ça pour surprendre Violet avec quelque chose de spécial lorsque mon superviseur approuverait enfin ma promotion au poste d'analyste principal, avec son augmentation de salaire substantielle. Je suis entré dans notre maison de ville de Phoenix ce mardi soir de début novembre avec une excitation sincère qui coulait dans mes veines. Les clés de la Tesla Model X brûlaient pratiquement un trou dans la poche de ma veste, comme un secret que j'avais hâte de partager avec la femme avec qui j'avais prévu de passer ma vie à construire des rêves. Le SUV argenté élégant était garé dans notre allée comme un monument métallique à tout ce que j'avais sacrifié pour construire notre avenir ensemble. Sa surface immaculée reflétait le coucher de soleil du désert et représentait des mois de planification financière minutieuse et d'épargne disciplinée. J'ai trouvé Violet dans notre cuisine, son badge de coordinatrice marketing toujours accroché à son blazer bleu marine, regardant par la fenêtre vers le jardin du voisin avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, mais qui semblait distante et préoccupée d'une manière qui aurait dû me faire une pause. Quand j'ai sorti les clés de la Tesla avec un sourire triomphant, m'attendant à des cris de joie, ou au moins à une reconnaissance de ce que cela représentait pour nous financièrement et émotionnellement, elle y a à peine jeté un coup d'œil avant de prononcer des mots qui ont eu l'effet d'une douche d'eau glacée dans ma poitrine et mon estomac. Elle m'a dit qu'elle voulait une séparation, qu'elle devait aider Curtis à se remettre sur pied après que la faillite de son restaurant l'ait laissé émotionnellement dévasté et financièrement ruiné au-delà de toute réparation. Curtis, son ex-petit ami de l'université, celui qui aurait tout perdu lorsque son bistrot haut de gamme avait fait faillite de manière spectaculaire il y a 3 mois, selon les appels téléphoniques en larmes qu'elle prenait tard le soir dans notre chambre. Elle a expliqué avec un détachement clinique que Curtis avait plus besoin de son soutien émotionnel que moi en ce moment, qu'il luttait contre une grave dépression et ne pouvait pas gérer seul les pressions de la vie tout en faisant face aux créanciers et à la faillite de son entreprise. Pendant que j'effectuais ces heures supplémentaires brutales, analysant des composés pharmaceutiques et des documents de conformité réglementaire jusqu'à ce que ma vision se brouille, elle planifiait secrètement sa stratégie de sortie pour devenir son projet de réadaptation personnelle et sa béquille émotionnelle. Elle avait déjà fait 2 valises de ses effets personnels essentiels. Elle m'a informé avec une efficacité pragmatique et resterait indéfiniment dans son appartement du centre-ville pendant qu'il se remettait de son prétendu traumatisme financier et émotionnel qui nécessitait sa présence constante. J'ai écouté tout son discours préparé avec une incrédulité croissante. Regardant cette femme que j'avais aimée pendant 4 ans démanteler méthodiquement notre mariage avec la même froide efficacité qu'elle utilisait pour ses présentations marketing à l'entreprise de dispositifs médicaux où elle coordonnait les campagnes promotionnelles. Quand elle a fini d'expliquer comment les besoins immédiats de Curtis l'emportaient en quelque sorte sur nos vœux de mariage et la vie que nous construisions ensemble, je me suis calmement dirigé vers le tiroir de mon bureau et j'ai récupéré la carte de visite de Patricia Sterling, l'avocate en divorce que mon frère m'avait recommandée après sa propre séparation désordonnée 2 ans plus tôt. Je l'ai tendue à Violet sans un mot de discussion ni de supplication. Je lui ai dit qu'elle avait exactement 2 heures pour emballer tout ce dont elle avait besoin de notre maison commune, et j'ai regardé son visage passer par la surprise, la confusion, et quelque chose qui aurait pu être une véritable panique alors que la réalité s'installait. Elle s'attendait clairement à des larmes, des supplications, des promesses désespérées de changer tout ce qu'il avait soi-disant éloigné de notre mariage, mais au lieu de cela, elle a obtenu une logistique pratique et des conséquences immédiates pour sa trahison calculée de tout ce que nous avions construit ensemble. Ce même soir, je me tenais à notre porte et je la regardais charger ses affaires dans la Honda Accord cabossée de Curtis pendant que la pluie commençait à tomber sur notre allée. La Tesla y était assise comme un symbole éclatant de tout ce dont elle s'éloignait pour un homme qui n'avait soi-disant plus rien à lui offrir que de la dépendance émotionnelle. La vérité sur la prétendue ruine financière de Curtis est apparue en morceaux au cours des semaines suivantes, chaque révélation rendant l'abandon de Violet encore plus calculé et stupide que je ne l'avais initialement réalisé lorsqu'elle a quitté notre porte ce soir pluvieux. J'ai découvert lors d'une conversation informelle avec notre voisine Margaret, qui travaillait comme serveuse dans plusieurs restaurants haut de gamme de Phoenix, que Violet rencontrait Curtis pour le déjeuner presque quotidiennement pendant ses prétendues périodes chargées à l'entreprise de marketing où elle coordonnait les campagnes promotionnelles pour les fabricants de dispositifs médicaux.
Margaret a mentionné les avoir vus ensemble dans des bistrots chers du centre-ville. Pas exactement le comportement de quelqu'un qui réconforte un ex-petit ami en faillite qui a tout perdu dans un effondrement d'entreprise, mais plutôt de deux personnes menant ce qui ressemblait étrangement à une liaison amoureuse juste sous mon nez. La véritable bombe est tombée 3 semaines plus tard lorsque j'ai reçu un appel téléphonique inattendu de Derek Walsh, qui avait été le principal fournisseur de nourriture de Curtis avant la prétendue faillite qui avait soi-disant détruit sa vie et ses moyens de subsistance. Derek m'a appelé parce qu'il avait entendu par des relations professionnelles que Violet et moi nous séparions, et il s'est senti obligé de me dire la vérité sur la situation financière réelle de Curtis, car il savait que j'étais trompé. Il n'était pas du tout en faillite, expliqua Derek avec une frustration évidente dans la voix, mais son bistrot haut de gamme avait en fait prospéré, générant des bénéfices records tout au long des mois d'été et d'automne, alors qu'il pleurait soi-disant à Violet au sujet de ses pertes dévastatrices. Non seulement le restaurant a connu un succès au-delà des rêves les plus fous de Curtis, mais il avait récemment acheté près de 40 000 $ de nouvel équipement de cuisine, y compris un four à pizza à bois de qualité commerciale et des machines à pâtes importées que Derek avait personnellement livrées et installées seulement 2 semaines plus tôt. La prétendue dépression nerveuse et la dévastation financière qui nécessitait la présence et le soutien constant de Violet n'étaient rien de plus qu'une manipulation élaborée conçue pour reconquérir la femme qui m'avait choisi à sa place pendant nos années d'université. Je me suis assis dans ma maison de ville tranquille, traitant cette information tout en regardant les clés de la Tesla sur mon comptoir de cuisine, réalisant que Violet n'avait pas seulement abandonné notre mariage pour un autre homme, mais avait été systématiquement trompée par quelqu'un qui comprenait exactement comment exploiter sa nature sympathique et son désir d'être nécessaire à quelqu'un qu'elle percevait comme vulnérable. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet d'avocats de Patricia Sterling et j'ai pris mon premier rendez-vous, expliquant la situation à son parajuriste, qui m'a assuré que les affaires impliquant l'adultère et l'abandon se déroulaient généralement avec une relative efficacité dans le système judiciaire de l'Arizona lorsqu'une partie était coopérative. Rencontrer Patricia ce jeudi après-midi a été la première étape vers la récupération de mon indépendance d'une relation qui avait apparemment été construite sur des mensonges et des manipulations de multiples directions. Patricia était une femme brillante dans la cinquantaine qui avait traité des centaines de cas de divorce. Et elle a écouté mon histoire avec le professionnalisme détaché de quelqu'un qui avait vu toutes les variations de trahison conjugale imaginables au cours de ces 2 décennies de pratique. Elle a expliqué que les lois sur le divorce sans faute de l'Arizona signifiaient que nous n'aurions pas besoin de prouver l'infidélité de Violet, mais le fait qu'elle ait abandonné notre domicile conjugal pour vivre avec un autre homme jouerait certainement en ma faveur en ce qui concerne la division des biens et toute demande de pension alimentaire qu'elle pourrait tenter de faire. En rentrant de cette réunion dans la Tesla qui était censée représenter notre avenir commun, j'ai ressenti un sentiment de soulagement inattendu qui m'a envahi comme une eau fraîche dans la chaleur du désert qui entourait Phoenix pendant ces après-midi de novembre. Pour la première fois depuis des mois, je ne me demandais pas où était Violet pendant ses pauses déjeuner. Je ne me demandais pas pourquoi elle semblait distraite pendant nos conversations. Je n'essayais pas de décoder son comportement de plus en plus distant envers moi et notre mariage. Au lieu de cela, j'avais hâte de créer une vie où je n'aurais pas à analyser constamment les humeurs et les motivations de quelqu'un d'autre, où je pourrais me concentrer sur mes recherches pharmaceutiques sans me demander si ma femme prévoyait secrètement d'abandonner tout ce que nous avions construit ensemble pour un homme qui avait manipulé ses émotions avec des histoires inventées de faillite et de dépression. Établir une nouvelle routine quotidienne sans le drame constant et la turbulence émotionnelle qui avait défini mon mariage est devenu étonnamment naturel, comme si je pouvais enfin respirer correctement après des années à retenir inconsciemment mon souffle à chaque interaction avec Violet. Je me réveillais chaque matin dans notre maison de ville tranquille sans me demander de quelle humeur elle serait, si elle avait reçu un autre appel téléphonique en larmes de Curtis pendant la nuit, ou si elle serait distante et préoccupée tout au long du petit déjeuner tout en faisant défiler son téléphone avec cette expression secrète que j'avais appris à reconnaître et à redouter. Mon superviseur au laboratoire de recherche pharmaceutique, le docteur Martinez, a remarqué presque immédiatement le changement dans ma concentration et ma productivité, commentant que mon analyse des dernières données des essais cliniques montrait un niveau d'attention aux détails et une pensée innovante qui a impressionné toute l'équipe de recherche. Sans l'épuisement émotionnel de la gestion des humeurs imprévisibles de Violet et de son obsession croissante pour les prétendus problèmes de Curtis, je me suis retrouvé à nouveau vraiment enthousiasmé par mon travail, restant tard, non pas parce que je devais faire mes preuves, mais parce que j'étais vraiment intéressé par les composés que nous testions pour des traitements révolutionnaires potentiels. Les appels téléphoniques de Violet ont commencé exactement une semaine après son emménagement avec Curtis, et ils suivaient un schéma prévisible qui révélait à quel point sa mission de sauvetage se déroulait mal dans le monde réel. Elle a appelé pendant mes pauses déjeuner, la voix tendue par le stress et ce qui ressemblait à un regret sincère, expliquant que Curtis n'était pas l'homme brisé qu'elle s'attendait à trouver,
mais quelqu'un qui semblait parfaitement capable de prendre soin de lui-même lorsque cela convenait à ses objectifs. Elle a admis que son appartement du centre-ville était en fait une unité de luxe dans un immeuble de grande hauteur avec des comptoirs en granit et des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ligne d'horizon de Phoenix, pas les circonstances désespérées qu'elle avait imaginées lorsqu'elle a abandonné notre mariage pour le sauver de sa prétendue ruine financière. Au cours de ses appels téléphoniques de plus en plus fréquents, elle m'a supplié d'envisager une réconciliation, insistant sur le fait qu'elle avait commis une terrible erreur et que Curtis avait manipulé ses émotions d'une manière qu'elle ne commençait à comprendre que maintenant qu'elle vivait avec les conséquences de ses choix. J'ai écouté ces conversations avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui observe une expérience de laboratoire, notant comment elle cadrait constamment sa situation comme quelque chose qui lui était arrivé plutôt que comme des décisions qu'elle avait prises délibérément au cours de plusieurs mois. Lorsqu'elle m'a demandé de la rencontrer pour un café afin de discuter de la reconstruction de notre relation, j'ai calmement expliqué qu'elle n'avait pas commis d'erreur, mais qu'elle avait fait des choix calculés pour me tromper tout en planifiant sa sortie de notre mariage, et que les conséquences de ces choix étaient entièrement de sa responsabilité de les gérer. Le soulagement que j'ai ressenti après avoir raccroché ces appels m'a surpris par son intensité, comme si je posais un lourd sac à dos que j'avais porté pendant des kilomètres sans me rendre compte à quel point il me pesait à chaque étape du voyage. Mes soirées sont devenues paisibles d'une manière que j'avais oubliée possible. Commande de plats thaïlandais dans mon restaurant préféré que Violet avait toujours trouvé trop épicé. Regarder des films d'action qu'elle qualifiait de divertissement insensé et maintenir l'organisation immaculée de notre maison de ville sans avoir à naviguer autour de ses affaires éparpillées et de ses projets à moitié terminés. Je me suis acheté du café en grains de qualité supérieure et une machine à expresso de haute qualité, de petits luxes qui semblaient importants parce que je les choisissais pour mon propre plaisir plutôt que d'essayer de faire un compromis entre mes préférences et les exigences et critiques en constante évolution de quelqu'un d'autre. La Tesla était garée dans notre garage comme un symbole de l'indépendance que je reconstruisais. Et j'ai fait de longues promenades dans le désert entourant Phoenix pendant les matinées de week-end, écoutant des podcasts sur les innovations pharmaceutiques et la planification financière sans avoir à expliquer pourquoi ces sujets m'intéressaient ou à défendre mes choix auprès de quelqu'un qui n'avait jamais partagé mes passions professionnelles. À la fin de la 3e semaine, les appels de Violet étaient devenus assez désespérés pour qu'elle commence à contacter mon frère et même mes parents, essayant de les convaincre que je faisais une énorme erreur en refusant de lui pardonner son moment d'égarement qui avait conduit à une confusion temporaire sur ses priorités. L'effondrement complet de la nouvelle vie de Violet avec Curtis a commencé exactement 2 mois après qu'elle ait quitté notre mariage, et les détails m'ont été communiqués par une combinaison de ces appels téléphoniques de plus en plus frénétiques et d'informations de connaissances mutuelles qui semblaient prendre un certain plaisir à me tenir au courant de ces circonstances qui se détérioraient rapidement. Curtis avait disparu sans avertissement un mardi matin de janvier, emportant avec lui les 15 000 $ que Violet avait empruntés sur ses cartes de crédit pour investir dans son prétendu projet d'expansion de restaurant dont il l'avait convaincu qu'il garantirait leur avenir financier commun. Elle avait atteint le maximum de 3 cartes de crédit différentes et avait même pris une avance de fonds sur le titre de sa voiture pour financer ce que Curtis décrivait comme une opportunité unique d'acheter un 2e emplacement de restaurant à Scottsdale qui doublerait leurs revenus dans les 6 mois suivant l'ouverture. L'argent a disparu avec Curtis, qui n'a laissé qu'une brève note expliquant qu'il avait décidé de déménager en Californie, où un ancien partenaire commercial lui avait offert un poste de direction dans un groupe de restaurants établis qui ne nécessitait pas de capital d'investissement supplémentaire de la part de petites amies naïves. Les performances professionnelles de Violet à l'entreprise de marketing s'étaient tellement détériorées pendant sa tourmente émotionnelle suite à l'abandon de Curtis que son superviseur l'a mise en période probatoire, puis a finalement mis fin à son emploi lorsqu'elle n'a pas respecté les délais de base pour les présentations aux clients et a passé la plupart de ses journées de travail à pleurer dans les toilettes ou à passer des appels personnels. Dans les 3 semaines suivant la perte de ses revenus, elle avait épuisé ses économies en essayant de conserver l'appartement de luxe pour lequel Curtis l'avait convaincu de co-signer, puis s'est retrouvée incapable d'effectuer même les paiements minimums sur la dette de carte de crédit qu'elle avait accumulée pour financer ses entreprises fictives. L'avis d'expulsion est arrivé en février, la forçant à emménager dans un motel économique de longue durée près de l'aéroport, où elle travaillait des doubles quarts comme serveuse dans un restaurant de chaîne, gagnant à peine assez pour couvrir sa location de chambre hebdomadaire, tandis que les intérêts sur sa dette de carte de crédit continuaient de s'accumuler à des taux qui rendaient impossible un remboursement significatif. Au cours de nos conversations téléphoniques, qui étaient passées de hebdomadaire à quotidienne à plusieurs fois par jour, Violet a brossé des tableaux de plus en plus désespérés de sa situation de vie tout en me suppliant de lui fournir un abri temporaire jusqu'à ce qu'elle puisse stabiliser ses finances et trouver un meilleur emploi. Elle a décrit le motel de longue durée avec une horreur sincère, expliquant que les murs étaient fins comme du papier, que la climatisation fonctionnait à peine pendant la chaleur brutale de Phoenix,
et que ses voisins comprenaient des travailleurs itinérants et des personnes à divers stades de crise personnelle qui rendaient le sommeil presque impossible avec leur bruit et leur drame constant. J'ai écouté ces descriptions avec la même sympathie détachée que je pourrais ressentir pour les malheurs d'un étranger, expliquant à plusieurs reprises que ces circonstances actuelles étaient le résultat direct des choix qu'elle avait fait d'abandonner notre mariage et d'investir son avenir dans un homme qui l'avait systématiquement trompé pour son propre bénéfice. Lorsqu'elle a souligné que j'avais beaucoup d'espace dans notre maison de ville et que je pouvais facilement l'aider à se remettre sur pied, je lui ai rappelé qu'elle n'était plus ma responsabilité et que la femme qui m'avait dit un jour que Curtis avait plus besoin d'elle que moi devrait probablement le contacter pour obtenir de l'aide pour ses problèmes actuels. Mon avocate en divorce, Patricia Sterling, m'a tenu au courant des procédures judiciaires, qui avançaient avec une efficacité remarquable puisque Violet avait essentiellement abandonné sa revendication sur les biens matrimoniaux lorsqu'elle a choisi de quitter notre maison pour la prétendue urgence financière d'un autre homme. Les formalités ont progressé sans heurts dans le système judiciaire de l'Arizona, tandis que je profitais de la liberté financière qui venait du fait de ne subvenir qu'à mes propres besoins au lieu de financer les mauvaises décisions et l'instabilité émotionnelle de quelqu'un d'autre. Ma promotion au laboratoire pharmaceutique avait inclus non seulement une augmentation de salaire, mais aussi des options d'achat d'actions et des primes de performance qui m'ont permis de constituer une véritable épargne pour la première fois depuis notre mariage. De l'argent que j'ai investi dans des portefeuilles diversifiés au lieu de dîners coûteux et d'achats de luxe conçus pour impressionner quelqu'un qui n'avait jamais apprécié les sacrifices que j'avais faits pour les fournir. 4 mois après que Violet ait quitté notre mariage pour sauver Curtis de sa crise financière fabriquée, j'ai acheté la Tesla Model Y Performance en bleu nuit que je recherchais et pour laquelle j'économisais depuis que ma promotion était devenue officielle, m'offrant toutes les fonctionnalités de luxe et les améliorations qui m'intéressaient sans avoir à justifier la dépense à quelqu'un qui n'avait jamais contribué de manière significative aux revenus de notre ménage. La voiture représentait tout ce que j'avais appris sur l'investissement dans mon propre bonheur plutôt que d'essayer de construire un avenir avec quelqu'un qui me voyait comme une source de sécurité financière commode plutôt que comme un partenaire avec qui valait la peine de construire des rêves à long terme. J'ai passé un samedi matin au showroom Tesla de Scottsdale, prenant mon temps pour examiner les différentes options de couleurs et les configurations intérieures, tandis que le représentant des ventes expliquait les fonctionnalités avancées de l'autopilote et les capacités de performance qui rendaient ce modèle particulier supérieur au SUV familial que j'avais initialement prévu de surprendre Violet avant qu'elle ne décide que Curtis avait plus besoin d'elle que notre mariage. La peinture bleue nuit brillait sous l'éclairage de la salle d'exposition comme du métal liquide, et l'intérieur blanc semblait luxueux d'une manière qui me rappelait à quel point j'avais compromis mes propres préférences pour accommoder quelqu'un dont les goûts allaient vers des choix tapas à accent grave-l'œil mais peu pratiques qui donnaient la priorité à l'apparence plutôt qu'à la substance. Emma, la sœur cadette de Violet, est apparue à ma maison de ville un jeudi soir de mars, l'air mal à l'aise et tripotant la sangle de son sac à main alors qu'elle expliquait que Violet avait perdu beaucoup de poids et maintenait à peine sa santé mentale tout en travaillant des doubles quarts épuisants au restaurant de chaîne où elle avait trouvé un emploi après que sa carrière en marketing ait implosé. Emma a brossé le tableau de sa sœur survivant avec des nouilles ramen et des boissons énergisantes, dormant dans une chambre de motel qui sentait la fumée de cigarettes et les produits de nettoyage industriel, portant les mêmes 3 tenues à plusieurs reprises parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de remplacer des vêtements qui devenaient de plus en plus usés et tachés par son travail au restaurant. Elle m'a supplié d'envisager de permettre à Violet de rester temporairement dans notre chambre d'amis, juste jusqu'à ce qu'elle puisse trouver un meilleur emploi et stabiliser sa situation de vie, soulignant que la famille devrait s'entraider en temps de crise véritable, quelles que soient les erreurs passées et les problèmes relationnels. J'ai écouté toute la présentation d'Emma tout en préparant du café avec la machine à expresso coûteuse que je m'étais achetée, notant comment elle a soigneusement évité de mentionner les choix spécifiques qui avaient conduit aux circonstances actuelles de Violet, tout en encadrant la situation de sa sœur comme des événements malheureux qui lui étaient arrivés plutôt que comme les conséquences de décisions délibérées. Quand Emma a fini d'expliquer pourquoi je devrais me sentir obligé de sauver la femme qui avait abandonné notre mariage pour les prétendus besoins d'un autre homme, je l'ai calmement conduite à mon garage et je lui ai montré la nouvelle Tesla. Sa surface bleu nuit reflétant l'éclairage du plafond comme un miroir qui capturait chaque courbe et chaque détail parfait. J'ai expliqué que cette voiture représentait la liberté financière que j'avais acquise en ne subventionnant plus le mauvais jugement et l'instabilité émotionnelle de quelqu'un d'autre, en soulignant le système audio haut de gamme et les sièges chauffants que j'avais choisis spécifiquement pour mon propre plaisir sans avoir à faire de compromis avec quelqu'un dont les priorités entraient constamment en conflit avec la prise de décision pratique. Emma a regardé la Tesla avec un choc évident, calculant probablement son coût tout en traitant la réalité que je prospérais financièrement et émotionnellement pendant que sa sœur luttait avec les conséquences de choix qu'elle avait fait volontairement et délibérément pendant plusieurs mois de planification. J'ai dit à Emma que Violet avait créé sa propre crise en choisissant d'abandonner un mariage stable pour un homme qui avait manipulé ses émotions avec des histoires inventées,
Et que je ne me sentais aucune obligation morale de sauver quelqu'un qui avait fait preuve d'un tel mépris total pour nos vœux de mariage et notre avenir commun. La conversation s'est terminée par Emma quittant ma maison de ville en larmes, marmonnant sur la loyauté familiale et le pardon pendant que je retournais organiser mon bureau à domicile avec la précision méthodique qui m'apportait de la satisfaction après des années à vivre avec quelqu'un dont l'idée d'organisation consistait à laisser des projets à moitié terminés et des affaires éparpillées au hasard dans l'espace qu'elle occupait. Ce soir-là, j'ai reçu 3 messages vocaux de Violet elle-même. Sa voix enrouée par les pleurs alors qu'elle me suppliait de reconsidérer la demande d'Emma et de lui permettre de rester temporairement pendant qu'elle reconstruisait sa vie à partir de l'épave financière et émotionnelle que Curtis avait laissée derrière lui lorsqu'il a disparu avec son argent et son avenir. La confrontation finale est arrivée un soir de décembre orageux lorsque le tonnerre a grondé sur la vallée de Phoenix et que la pluie a frappé les fenêtres de ma maison de ville avec l'intensité d'une mousson, créant le parfait décor dramatique pour ce qui allait devenir la dernière fois que j'aurais à faire face à la manipulation de Violet et aux membres de sa famille qui avaient passé des mois à essayer de me convaincre que le pardon était plus important que le respect de soi. Je passais en revue les rapports de recherche pharmaceutique trimestriels dans mon bureau à domicile lorsque la sonnette a retenti avec une insistance inhabituelle, suivie de coups urgents qui suggéraient que quiconque était dehors n'avait aucune intention de partir tranquillement si je choisissais de les ignorer. À travers le Judas, je pouvais voir non seulement Violet debout sur mon porche couvert dans des vêtements trempés par la pluie, mais toute une équipe d'intervention qui comprenait ses parents, Robert et Linda, sa sœur, Emma, serrant un parapluie, sa meilleure amie, Casey de l'université, et même un homme en costume coûteux qui s'est présenté comme Mitchell Torres, l'avocat que Violet avait apparemment engagé pour aider à orchestrer cette embuscade émotionnelle soigneusement planifiée. Ils avaient clairement coordonné cette visite surprise avec une précision militaire, chronométrant leur arrivée pour un soir de week-end où ils supposaient que je serais à la maison et vulnérable à leur campagne de pression collective conçue pour user ma résistance par le simple nombre et les voyages de culpabilité orchestrés. Violet avait l'air radicalement différente de la coordinatrice marketing confiante qui avait quitté notre mariage 8 mois plus tôt. Ses cheveux blonds autrefois parfaitement coiffés, montrant maintenant des racines sombres et tombant sans vie autour d'un visage qui était devenu décharné par le stress et les habitudes alimentaires irrégulières causées par ses difficultés financières. Elle portait une veste de magasin à bas prix qui avait connu des jours meilleurs et un jean qui flottait sur sa silhouette diminuée, bien loin des tenues de créateur qu'elle avait insisté pour acheter pendant notre mariage, pendant que je faisais des heures supplémentaires pour financer ses goûts coûteux et ses attentes en matière de style de vie. Ses parents se sont immédiatement lancés dans un discours coordonné sur les valeurs familiales, les secondes chances et le principe chrétien du pardon que je devrais adopter, quelle que soit la profondeur avec laquelle Violet avait trahi nos vœux de mariage et abandonné notre avenir commun. Linda a serré un mouchoir tout en expliquant que Violet avait appris de précieuses leçons sur l'importance de l'engagement et de la stabilité, tandis que Robert a hoché la tête gravement et a insisté sur le fait que les vrais hommes prennent la responsabilité de protéger leurs femmes, même lorsque ces femmes commettent des erreurs de jugement temporaire. Emma est intervenue avec des histoires sur à quel point Violet regrettait notre vie commune, comment elle parlait constamment de la maison de ville confortable et de la sécurité financière qu'elle avait jetée pour un homme qui avait exploité sa nature sympathique et son désir d'aider quelqu'un dans un besoin sincère. Casey, son ami d'université, a essayé une approche différente en soulignant à quel point Violet avait mûri à travers sa souffrance, affirmant que les épreuves lui avaient appris à apprécier l'amour constant et fiable qu'elle avait pris pour acquis pendant nos 4 années de mariage. Mitchell Torres, l'avocat, a tenté de cadrer la situation en termes juridiques, expliquant que les lois sur la propriété communautaire de l'Arizona signifiaient que Violet méritait d'être prise en considération en ce qui concerne les biens que nous avions accumulés pendant notre mariage, bien que Patricia Sterling m'ait déjà assuré que l'abandon de notre domicile conjugal par Violet affaiblissait considérablement toute revendication qu'elle pourrait tenter de faire. J'ai écouté toutes leurs présentations en me tenant à ma porte, notant comment ils ont soigneusement évité de reconnaître la nature délibérée des choix de Violet et ont constamment présenté sa situation comme des circonstances malheureuses plutôt que comme les conséquences prévisibles de la trahison et de la mauvaise prise de décision. Lorsqu'ils ont terminé leur plaidoyer coordonné pour la réconciliation, j'ai calmement expliqué la différence entre faire des erreurs innocentes et prendre des décisions calculées pour tromper et abandonner un conjoint, soulignant que Violet avait passé des mois à planifier sa sortie tout en mentant sur ses activités de l'après-midi et son implication émotionnelle avec un autre homme. Violet elle-même a finalement parlé, sa voix se brisant alors qu'elle admettait que Curtis avait manipulé ses émotions et exploité son désir de se sentir nécessaire. Mais je l'ai interrompue pour lui rappeler qu'elle avait choisi de croire à ces histoires inventées tout en ignorant la réalité de notre mariage stable et aimant. La pluie continuait de frapper mes fenêtres alors que je les conduisais à mon garage et que j'activais la porte automatique,
révélant la Tesla bleue nuit qui représentait tout ce que j'avais accompli en donnant la priorité à mon propre bien-être plutôt qu'à la manipulation émotionnelle et à l'irresponsabilité financière de quelqu'un d'autre. Leurs expressions allaient du choc à la colère en passant par ce qui ressemblait à une véritable peur alors qu'ils traitaient la preuve visuelle que je prospérais sans violet, que j'avais utilisé ma liberté pour construire exactement la vie que j'avais toujours voulu au lieu de gaspiller de l'énergie sur des regrets et des doutes. Je leur ai tous dit de quitter ma propriété immédiatement et de ne plus jamais me contacter, expliquant que j'avais construit une vie paisible et productive sans drame ni manipulation, et que j'avais l'intention de la conserver ainsi, peu importe à quel point ils protestaient ou combien de larmes violettes versaient sur mon seuil. Après avoir fermé la porte du garage sur tout ce cirque d'intervention et avoir regardé leur phare disparaître dans la nuit de décembre orageuse, je suis retourné à ma maison de ville impeccablement organisée et je me suis versé 2 doigts du whisky Macallan haut de gamme que je gardais pour une occasion spéciale, m'installant dans mon fauteuil de lecture en cuir avec le dernier roman de John Grisham que j'attendais avec impatience depuis sa date de sortie. L'orage a continué de faire rage devant mes fenêtres avec une intensité impressionnante, la foudre illuminant le paysage désertique tandis que la pluie battait contre la vitre en motif rythmique qui créait une bande-son étonnamment apaisante pour ma soirée de solitude complète et de contentement sincère. À l'intérieur de ma maison, tout restait parfaitement paisible et exactement arrangé selon mes préférences, des comptoirs de cuisine impeccablement propres aux étagères de livres soigneusement organisés qui reflétaient mes véritables intérêts plutôt que les tentatives de quelqu'un d'autre d'impressionner les visiteurs avec des titres qu'ils n'avaient jamais lus. Mon téléphone est resté silencieux sur la table d'appoint pour la première fois depuis des mois, ne bourdonnant plus de messages textes désespérés, de messages vocaux remplis de larmes et de manipulations, ou d'appels de membres de la famille essayant de me convaincre que le pardon était en quelque sorte plus important que le respect de soi et les limites personnelles. Je savais avec une certitude absolue que ce silence continuerait de façon permanente, que j'avais enfin coupé tout lien avec la dynamique de relations toxiques qui avait drainé mon énergie et compromis mon bonheur pendant des années alors que j'essayais de construire un avenir avec quelqu'un qui me voyait comme une source de sécurité financière commode plutôt que comme un partenaire digne d'être chéri. Le contraste entre le chaos qui faisait rage à l'extérieur et l'atmosphère tranquille à l'intérieur de ma maison de ville semblait être une métaphore parfaite de mon état émotionnel. La tempête représentant tout le drame et la manipulation que j'avais laissé derrière moi, tandis que mon espace intérieur paisible reflétait la stabilité calme que j'avais créée en donnant la priorité à mon propre bien-être plutôt qu'aux mauvais choix et aux urgences émotionnelles des autres. J'avais appris que le véritable bonheur ne venait pas en essayant de sauver des gens qui ne voulaient pas être sauvés, mais en construisant une vie basée sur mes propres valeurs, intérêts et objectifs sans avoir à négocier constamment avec quelqu'un dont les priorités entraient constamment en conflit avec le bon sens de base et la responsabilité personnelle. Les projets de recherche pharmaceutique qui occupaient mes journées de semaine étaient redevenus vraiment passionnants maintenant que je pouvais me concentrer complètement sur l'analyse des composés et le développement de traitements sans me demander si ma femme prévoyait secrètement d'abandonner notre mariage pour la crise fabriquée d'un autre homme. Ma situation financière s'était considérablement améliorée sans le fardeau constant de financer les goûts coûteux et les mauvaises décisions de quelqu'un d'autre, ce qui m'a permis d'investir dans des expériences et des possessions qui m'ont apporté une satisfaction réelle plutôt que d'essayer d'impressionner quelqu'un qui n'avait jamais apprécié les sacrifices que j'avais faits pour les fournir. La Tesla bleue nuit garée dans mon garage représentait plus qu'un simple véhicule de luxe. Elle symbolisait la liberté qui venait du fait de faire des choix basés sur mes propres préférences plutôt que de faire des compromis sans fin avec quelqu'un dont l'idée de partenariat consistait à tout prendre sans rien apporter de significatif en retour. Alors que la tempête s'apaisait progressivement et que la foudre se déplaçait plus loin dans la vallée, j'ai réfléchi à la manière dont chaque décision de donner la priorité à mon propre bonheur plutôt qu'à la manipulation de Violet avait conduit directement à ce moment de libération complète de la dynamique relationnelle qui avait lentement empoisonné mon estime de moi et ma satisfaction personnelle. J'ai découvert que la meilleure vengeance contre quelqu'un qui me traitait comme remplaçable n'était pas la colère ou l'amertume, mais la satisfaction tranquille de construire exactement la vie que j'avais toujours voulu sans avoir à expliquer mes choix à personne ni à justifier mes priorités auprès de personnes qui n'avaient jamais partagé mes valeurs. Ma maison me semblait être un sanctuaire où je pouvais poursuivre mes intérêts, maintenir mes normes et profiter du simple plaisir de prendre des décisions entièrement basées sur ce qui m'apportait un bonheur sincère plutôt que sur ce qui pourrait empêcher la prochaine crise émotionnelle ou financière de quelqu'un d'autre. Le silence qui m'entourait n'était pas vide ou solitaire, mais plein de possibilités et d'aventures potentielles que je pouvais explorer à mon propre rythme sans avoir à me coordonner avec quelqu'un dont l'idée de planification consistait à créer des problèmes que d'autres devaient résoudre.